Ce qui s'est produit dans une salle d'audience à New York va probablement redéfinir l'histoire politique américaine pour les décennies à venir. Un ancien président des États-Unis s'est présenté devant un juge pour le prononcer de sa peine suite à une condamnation pénale. Et ce qui s'est passé ensuite a stupéfié la planète entière. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas simplement un événement judiciaire. C'est un moment psychologique, politique et institutionnel dont les répercussions sont encore en train de se déployer. Mais avant d'entrer dans les détails, je veux prendre un instant pour vous remercier. Sincèrement. Si vous êtes ici, si vous prenez le temps de comprendre les événements au-delà des gros titres et de la polarisation, ça veut dire énormément. Et justement, pour aller encore plus loin ensemble, j'ai créé une communauté réservée aux membres de cette chaîne. En la rejoignant, vous accédez à des vidéos dédiées qu'on ne publie nulle part ailleurs, vous recevez les vidéos en avance avant tout le monde, et vous bénéficiez de contenus exclusifs, des analyses approfondies, des décryptages bonus, des discussions qu'on ne peut pas avoir dans un format classique. C'est aussi la meilleure façon de soutenir cette chaîne et de nous permettre de continuer à produire ce type de contenu indépendant et rigoureux. Le lien est juste en dessous dans la description. Maintenant, rentrons dans l'analyse. Voici les faits tels qu'ils se sont produits, parce que la précision est ici absolument capitale. L'ancien président s'est présenté devant le tribunal pénal de New York pour le prononcer de sa peine après avoir été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents comptables liés à des paiements dissimulés durant l'élection de 2016. Le procès s'était conclu des mois plus tôt par un verdict du jury qui avait choqué la moitié du pays et conforté l'autre moitié. Mais entre le verdict et le prononcé, l'équipe juridique avait déposé 47 requêtes distinctes visant à retarder, rejeter ou annuler la condamnation. Chaque requête a été rejetée. Le juge a clairement fait comprendre que le prononcé aurait lieu comme prévu et qu'aucune manœuvre judiciaire ne modifierait ce calendrier. Selon des sources proches de la situation, les jours précédant l'audience avaient été chaotiques au sein de l'entourage de l'ancien président. Il oscillait entre la rage et le désespoir, parfois au cours de la même conversation. Il passait des heures au téléphone à clamer que tout était truqué, qu'il serait réhabilité en appel, que ses partisans ne l'abandonneraient jamais. Puis il sombrait dans de longs silences où ses collaborateurs rapportaient qu'il fixait les fenêtres sans répondre quand on s'adressait à lui. Un conseiller de longue date ayant requis l'anonymat a confié aux journalistes qu'il semblait traverser ce qu'il a qualifié de « face-à-face avec la réalité qu'il avait réussi à esquiver toute sa vie ». Pour la première fois, les conséquences arrivaient véritablement et il n'y avait aucune échappatoire. En psychologie, ce phénomène porte un nom. On l'appelle l'effondrement de la structure défensive. Pendant des décennies, cet homme avait développé un système de protection psychologique fondé sur le déni, la projection et la contre-attaque. Chaque mise en accusation, chaque scandale, chaque revers était immédiatement transformé en preuve de persécution, en carburant pour la victimisation, en outil de mobilisation politique. Cette stratégie avait fonctionné remarquablement bien. Jusqu'au moment où le mur de la réalité est devenu trop massif pour être contourné. Quand il est arrivé au palais de justice le matin de l'audience, les photographes ont capturé des images qui sont devenues virales en quelques minutes. Son visage semblait creusé, presque gris. Le sourire provocateur habituel avait totalement disparu. Il marchait lentement, sans sa démarche agressive caractéristique. Les agents de sécurité ont dû le guider délicatement car il paraissait presque désorienté par la meute de reporters. Une correspondante qui le couvre depuis des années a déclaré à l'antenne qu'elle ne l'avait jamais vu aussi abattu, que c'était comme observer une personne complètement différente de l'homme qui a dominé l'actualité pendant une décennie. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était tendue dès le début des débats. Le juge a ouvert en reconnaissant le caractère sans précédent de la situation, condamné un ancien président, un candidat en exercice, quelqu'un qui commandait encore la loyauté de millions de citoyens. Il a parlé avec précaution, insistant sur le fait que la loi doit s'appliquer de manière égale à tous les citoyens, indépendamment de leur position ou de leur influence. Le juge a passé en revue le verdict du jury, les preuves présentées au procès, la gravité des infractions commises. Puis il a abordé la question du comportement de l'accusé tout au long du processus judiciaire, notant les attaques contre le tribunal, les violations des ordonnances de silence, l'absence totale de remords ou de prise de responsabilité. Et c'est ici que les choses sont devenues véritablement sérieuses. Le juge a expliqué que si les infractions elles-mêmes auraient normalement justifié une peine plus légère, la conduite de l'accusé après sa condamnation démontrait un mépris fondamental envers le système judiciaire qui ne pouvait être ignoré. Il a cité des exemples précis, les publications sur les réseaux sociaux attaquant les procureurs et les témoins, les violations répétées des ordonnances du tribunal,
les déclarations publiques sapant la confiance dans le système juridique lui-même. Le juge a déclaré qu'un ancien président, plus que quiconque, devrait comprendre l'importance cruciale de respecter les processus légaux, même lorsqu'il fait face à des conséquences personnelles. Le fait que l'accusé ait fait exactement le contraire obligeait le tribunal à considérer bien plus que les seules infractions sous-jacentes. C'est un point qui mérite qu'on s'y arrête. En droit pénal, la peine ne sanctionne pas uniquement l'infraction initiale. Elle prend en compte l'ensemble du comportement de l'accusé, sa coopération ou son obstruction, ses remords ou leur absence, son respect ou son mépris envers l'institution judiciaire. C'est ce qu'on appelle les circonstances aggravantes comportementales. Et dans ce cas précis, le juge disposait d'un dossier exceptionnellement fourni de mépris institutionnel systématique. Puis est venu le moment que personne n'oubliera. Le juge a prononcé la sentence, 4 ans de prison fédérale, avec la recommandation que l'accusé purge au minimum 2 ans avant d'être éligible à toute forme de libération surveillée. La salle a explosé. Des partisans dans la galerie se sont mis à crier. Plusieurs ont dû être évacués par la sécurité. L'ancien président lui-même a semblé physiquement se dégonfler sur sa chaise, les épaules s'affaissant vers l'avant comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Son avocat principal s'est immédiatement levé et a demandé une brève suspension, indiquant qu'il devait consulter leur client. Le juge a accordé une pause de 15 minutes. Ce qui s'est passé durant ces 15 minutes fait désormais l'objet d'intenses reportages. De multiples sources présentes au palais de justice ont fourni des détails aux grands médias. L'ancien président a été escorté vers une salle privée adjacente. Son équipe juridique l'a entouré, parlant de toute urgence des appels, des options légales, de la marche à suivre. Mais il n'écoutait apparemment pas. Il était assis sur une chaise, la tête entre les mains, répétant sans cesse que ça ne pouvait pas se produire. Un agent du tribunal posté devant la salle a confié aux journalistes qu'il entendait la voix de l'accusé monter et descendre, parfois criant sur l'injustice de tout cela, parfois retombant dans un silence total. Son avocat a apparemment tenté de lui exposer la réalité de la situation, ils allaient immédiatement faire appel, la peine pourrait être suspendue en attendant les recours, il pourrait ne pas voir l'intérieur d'une cellule avant des mois, voire des années. Mais les sources affirment qu'il ne cessait de poser la même question, et si les appels ne marchent pas? Et si ça arrive vraiment? Et ses avocats, qui avaient passé des mois à lui garantir qu'une condamnation était impossible, n'avaient aucune bonne réponse à lui donner. En psychologie de crise, on appelle cela le moment de « confrontation au réel ». C'est l'instant où les mécanismes de déni cessent de fonctionner et où l'individu est brutalement confronté à une réalité qu'il avait jusque-là réussi à esquiver. Ce moment est d'autant plus violent que le déni a été prolongé et intense. Plus la bulle de protection psychologique est épaisse, plus sa rupture est dévastatrice. Quand l'audience a repris, tout le monde s'attendait à ce que les avocats fassent une déclaration standard sur leur intention de faire appel. Au lieu de cela, l'avocat principal s'est levé et a formulé une demande inhabituelle. Il a demandé si son client pouvait s'adresser directement au tribunal. Le juge, apparemment surpris, a accepté, rappelant que tout ce qui serait dit serait consigné au procès-verbal et pourrait être utilisé dans de futures procédures. L'ancien président a hoché la tête et s'est lentement levé. Les journalistes présents racontent que sa marche vers le pupitre a semblé durer une éternité. Il avançait comme quelqu'un en état de sidération, sans croiser le regard de personne. Quand il a atteint le micro, il a serré les côtés du pupitre si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Il a fixé la surface en bois pendant plusieurs secondes. La salle entière retenait son souffle. Puis il a relevé la tête, a fixé directement le juge dans les yeux et a prononcé 4 mots que personne n'attendait, « Je ne peux pas faire ça ». Le silence qui a suivi était assourdissant. Le juge s'est penché en avant, demandant de préciser. La voix de l'accusé, selon de multiples témoins, n'était guère plus qu'un murmure quand il s'est répété « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller en prison. J'ai 78 ans, je n'ai jamais, je ne peux pas. » Sa voix s'est complètement brisée. Plusieurs reporters ont noté qu'il semblait retenir ses larmes, quelque chose qu'absolument personne n'avait jamais vu de lui en public. Une dessinatrice judiciaire a déclaré au New York Times qu'elle avait cessé de dessiner parce qu'elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait et voulait simplement observer ce moment historique. Le juge, visiblement déstabilisé, a demandé s'il souhaitait faire une déclaration officielle. La réponse a été « Je vous dis juste la vérité. Pour la première fois de ma vie, je vous dis la vérité. Je ne peux pas faire ça. » Puis il s'est retourné, a regagné la table de la défense, s'est assis lourdement et s'est couvert le visage des 2 mains.
La salle est restée dans un silence complet. Même le procureur est resté assis, ne sachant pas comment réagir à ce moment sans précédent. Prenons un instant pour analyser ce qui s'est réellement passé dans cette salle, parce que ce moment transcende largement le domaine judiciaire. Ce à quoi le monde a assisté était l'effondrement psychologique total de quelqu'un qui a passé toute son existence à bâtir une façade de puissance et d'invulnérabilité. Toute l'identité publique de cet homme, sa marque commerciale, son mouvement politique, sa mythologie personnelle reposait sur un postulat unique: il ne perd jamais, ne recule jamais, n'admet jamais la moindre faiblesse. Et dans cette salle d'audience, face au monde entier, cette façade ne s'est pas simplement fissurée. Elle a volé en éclats. En psychologie sociale, il existe un concept qu'on appelle le mythe fondateur de l'identité. C'est la narration centrale autour de laquelle un individu ou un mouvement construit sa cohérence. Pour un leader populiste, ce mythe est presque toujours centré sur la force, l'invincibilité et le refus de se soumettre. Quand le mythe fondateur s'effondre publiquement, les conséquences sont systémiques. Ce n'est pas seulement l'individu qui est affecté, c'est l'ensemble de la structure qui reposait sur ce mythe. Une ancienne procureure fédérale a confié aux médias qu'en 30 ans de droit pénal, elle n'avait jamais rien vu de comparable. L'instant où un accusé réalise que la réalité est inévitable, qu'aucune bravade ne peut plus nier ce qui se passe, est toujours difficile à observer. Mais voir cela se produire pour un ancien président était véritablement surréaliste. Le juge a géré la situation avec un sang-froid remarquable. Il s'est adressé directement à l'accusé, reconnaissant que faire face à des sanctions pénales est difficile pour quiconque, mais que la loi devait être appliquée équitablement. Il a souligné que le droit d'appel était préservé, que rien n'était définitif tant que tous les recours n'avaient pas été épuisés. Mais il a également précisé que la sentence serait maintenue et qu'il fallait se préparer à ce qui allait probablement advenir. L'audience a été close avec une date fixée 30 jours plus tard pour la remise aux autorités fédérales, sauf si les appels aboutissaient à une suspension. La réaction à cet effondrement a été absolument extraordinaire. En quelques minutes, les réseaux sociaux ont explosé. Les partisans les plus dévoués ont d'abord affirmé que les rapports étaient de la désinformation, que leur leader ne montrerait jamais une telle faiblesse. Mais ensuite, les images vidéo ont été diffusées, car les caméras avaient tout enregistré. Et c'était là, pour que le monde entier puisse voir, un homme qui projetait la force par-dessus tout, admettant en audience publique qu'il ne pouvait pas assumer les conséquences de ses actes. Ce qui s'est produit ensuite au sein de sa base électorale est un phénomène que les psychologues sociaux étudieront pendant des années. La dissonance cognitive a été immédiate et profonde. Certains partisans ont commencé à tout remettre en question. Si cet homme était à ce point brisé par une condamnation, qu'est-ce que cela disait de son aptitude mentale pour exercer le pouvoir ? Comment pourrait-il prétendre redevenir président s'il n'était pas capable de supporter la pression de ses ennuis judiciaires ? D'autres ont redoublé de ferveur, affirmant que tout cela prouvait la persécution, que le système avait fini par briser même l'homme le plus fort à force d'acharnement injuste. Le mouvement politique s'est essentiellement fracturé en temps réel entre ceux qui voyaient de la faiblesse et ceux qui voyaient du martyre. C'est un schéma que les spécialistes des mouvements populistes connaissent bien. Quand le leader est confronté à un revers majeur, la base se divise entre les « réalistes » qui réévaluent leur soutien et les « absolutistes » qui intensifient leur loyauté. La proportion entre ces deux groupes détermine la survie ou la mort du mouvement. Les adversaires politiques, de leur côté, naviguaient dans un paysage émotionnel inattendu. Oui, ils voulaient que des comptes soient rendus. Oui, ils estimaient que des conséquences étaient méritées. Mais concrètement, voir un autre être humain s'effondrer sous le poids de ses propres actes, peu importe qui est cette personne, crée un mélange complexe de satisfaction et de malaise. Un stratège politique a confié aux médias que ces 4 mots définiraient l'héritage de cet homme bien plus que n'importe laquelle de ses réalisations ou de ses scandales, parce qu'il représentait l'ultime aveu que tout son personnage n'avait été qu'une performance que la réalité l'a finalement contraint à abandonner. Les implications juridiques de cette déclaration sont considérables et encore en cours d'analyse. Certains experts soutiennent que cet aveu constitue une reconnaissance tacite de culpabilité. Dire « je ne peux pas faire ça » implique l'acceptation que la prison est la conséquence appropriée. D'autres mettent en garde contre une surinterprétation de ce qui était clairement un éclat émotionnel plutôt qu'une déclaration juridique calculée. Mais tous s'accordent sur un point, les appels seront désormais considérablement plus difficiles, car ses propres paroles au tribunal suggèrent l'acceptation de la légitimité de la sentence. Un accusé qui admet « je ne peux pas faire ça » a essentiellement concédé que la sentence est réelle et appropriée, ce qui rend les arguments juridiques techniques beaucoup plus difficiles à soutenir.
Parlons maintenant des conséquences politiques, parce qu'elles sont tout aussi profondes que les conséquences judiciaires. Comment un candidat fait-il campagne pour la présidence tout en faisant face à une incarcération imminente? Comment projeter la force et le leadership après que le monde entier vous a vu craquer et admettre que vous ne pouvez pas assumer les conséquences de vos actes? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des problèmes opérationnels concrets auxquels l'entourage politique fait face en ce moment même. Les stratèges du parti seraient en mode panique totale. Certains plaident pour trouver un candidat alternatif. D'autres maintiennent qu'abandonner leur leader maintenant fracturerait le parti de façon irréparable. Le calcul politique est brutal, rester fidèle et risquer d'être associé à son effondrement, ou l'abandonner et risquer de perdre ses électeurs définitivement. C'est un dilemme classique en sciences politiques, connu sous le nom de « piège de la loyauté ». Plus vous avez investi dans un leader, plus le coût de l'abandon est élevé, mais plus le coût de la fidélité continue d'augmenter également. Les retombées financières se précisent aussi. Les grands donateurs qui avaient engagé des sommes considérables pour la campagne réévaluent leurs engagements. Un important mécène a déclaré aux médias financiers que s'il compatissait aux ennuis judiciaires, il ne pouvait pas en bonne conscience financer un candidat qui avait admis en audience publique ne pas pouvoir supporter la pression. Plusieurs événements de collecte de fonds prévus ont été discrètement reportés ou annulés. Sur le plan diplomatique, la réaction mondiale a été tout aussi significative. Les dirigeants étrangers ont fait des déclarations soigneusement formulées. Mais en privé, des sources diplomatiques confient que les adversaires géopolitiques jubilent. Ils font circuler les images du tribunal comme preuve que la démocratie américaine est instable, que ses dirigeants sont faibles, que la nation est en déclin. Les alliés, de leur côté, sont profondément préoccupés par ce que ce moment révèle sur l'état des institutions et de la culture politique américaine. C'est un aspect qui est souvent sous-estimé dans l'analyse domestique, les crises institutionnelles internes d'une superpuissance ont des répercussions géopolitiques qui dépassent largement les frontières. Les historiens du droit comparent déjà ce moment à d'autres scènes de tribunal célèbres de l'histoire américaine. L'effondrement des accusés du Watergate. La réaction émotionnelle d'un célèbre fraudeur quand son système s'est écroulé. Mais il s'agissait de particuliers ou d'agents politiques. Ici, c'était un ancien président, quelqu'un qui avait commandé des armes nucléaires, qui incarnait la puissance américaine aux yeux du monde. Et l'image de cet homme agrippé à ce pupitre, la voix brisée, admettant qu'il ne pouvait pas affronter ce qui l'attendait, définira la manière dont l'histoire se souviendra de cette époque. Si les appels échouent et qu'il doit effectivement se rendre aux autorités fédérales, il deviendrait le premier ancien président de l'histoire américaine à purger une peine de prison. La logistique seule est vertigineuse. Comment incarcérer quelqu'un qui bénéficie encore d'une protection de sécurité permanente? Quel établissement pourrait l'accueillir en toute sécurité? Comment une campagne politique se poursuivrait-elle dans ces conditions? Ce ne sont plus des questions théoriques. Ce sont des défis concrets que les autorités planifient activement. Mais au-delà de toute analyse politique et juridique, ce qui s'est produit dans cette salle d'audience représente quelque chose de fondamentalement humain. Nous avons regardé quelqu'un qui a passé des décennies à fuir toute responsabilité, qui a bâti un empire sur l'apparence d'invincibilité, affronter enfin une réalité qu'aucune somme d'argent, aucune influence ni aucune bravade ne pouvait altérer. En philosophie morale, il existe une distinction fondamentale entre la conséquence et la reconnaissance. On peut subir des conséquences sans jamais reconnaître la légitimité de ce qui nous arrive. C'est d'ailleurs la posture que cet homme avait adoptée pendant tout le processus judiciaire, « Je suis persécuté, c'est injuste, je ne reconnais rien ». Mais ces 4 mots, « je ne peux pas faire ça », ont créé une brèche dans cette posture. Pour la première fois, il n'a pas contesté la légitimité de la sentence. Il a contesté sa propre capacité à la supporter. Et cette distinction est fondamentale, parce qu'elle implique, même involontairement, une forme d'acceptation de la réalité de sa situation. Voici ce qu'il faut surveiller dans les jours et semaines à venir. Premièrement, y aura-t-il une tentative de revenir sur cette déclaration? L'entourage essaiera-t-il de prétendre que les propos ont été sortis de leur contexte? Le problème avec cette approche, c'est la preuve vidéo. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tenter de reformuler rétroactivement un moment d'authenticité brute en positionnement stratégique ne fonctionnera pas quand les images parlent d'elles-mêmes. Deuxièmement, comment les recours juridiques vont-ils progresser? Les avocats font face à la tâche ardue de plaider pour des suspensions alors que leur client vient d'admettre au dossier qu'il ne peut pas supporter la sentence. Les juges d'appel feront inévitablement référence à ses propres mots pour évaluer la suite. Troisièmement, qu'advient-il de la campagne politique?
Peut-on prétendre de manière crédible à la plus haute fonction après avoir craqué publiquement au tribunal? L'histoire politique regorge d'exemples de leaders qui ont survécu à des scandales, des défaites et des humiliations. Mais les exemples de leaders ayant survécu à un effondrement émotionnel filmé et diffusé en direct sont infiniment plus rares. La vulnérabilité publique est l'ennemi naturel du populisme autoritaire. Quatrièmement, quel sera l'impact sur les autres procédures en cours? Cet effondrement sera mentionné dans chaque future procédure. Chaque procureur dispose désormais de preuves vidéo d'un accusé admettant qu'il ne peut pas supporter les conséquences, ce qui affaiblit toute future revendication de persécution ou de chasse aux sorcières politiques. Et enfin, la question la plus profonde de toutes, qu'est-ce que ce moment dit de la société qui l'a produit? Comment un système politique a-t-il pu être dominé pendant une décennie par un personnage dont l'ensemble de l'autorité reposait sur une façade de force qui s'est effondrée au premier contact avec une conséquence réelle? C'est une question que les politologues, les psychologues sociaux et les historiens exploreront pendant des années. Voilà où nous en sommes. Un ancien président condamné à 4 ans de prison fédérale. Un effondrement émotionnel total capté par les caméras. Une base électorale fracturée entre le déni et le doute. Un parti politique en crise existentielle. Des procédures judiciaires supplémentaires en cours. Et un monde qui observe, conscient que ce qui se passe dans cette démocratie affecte l'équilibre géopolitique global. Ces 4 mots, « je ne peux pas faire ça », résonneront à travers l'histoire. Non seulement comme un moment judiciaire, mais comme l'instant où la façade s'est finalement écroulée. Pour de bon. Si cette analyse vous a aidé à comprendre la portée réelle de cet événement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo, parce que ce moment historique mérite une analyse qui va au-delà de la polarisation politique. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté des membres. Les liens sont dans la description. On s'y retrouve pour des analyses qu'on ne peut pas publier en format classique et des vidéos dédiées, du contenu en avance et des décryptages approfondis. Donnez votre avis en commentaire, je les lis tous. On se retrouve très vite. Restez informés. Restez lucides. Et n'oubliez pas, comprendre le monde, c'est la première étape pour ne pas le subir.